Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Pendant des décennies, le consensus médical a vu le cancer d'une manière bien précise, comme un chaos génétique total, une série d'accidents malheureux où nos cellules perdent soudainement la tête. C'est une vision assez terrifiante, celle d'une maladie complètement aléatoire et désordonnée. Mais, et c'est ce qui rend notre décryptage d'aujourd'hui si passionnant, en regardant ces mêmes données à travers le prisme de l'évolution, une image radicalement différente émerge. Et si le cancer n'était pas du tout une défaillance moderne, mais plutôt une véritable machine à remonter le temps biologique? C'est une perspective qui bouleverse absolument tout ce qu'on croyait savoir. Voici rapidement ce qu'on va parcourir aujourd'hui. On va décortiquer cette énigme de l'évolution du cancer, comprendre la fameuse théorie athasique et voir comment l'horloge biologique s'inverse. Ensuite, on fera un point sur le débat autour du métabolisme, on verra pourquoi nos traitements habituels échouent si souvent, pour finalement découvrir comment exploiter les véritables faiblesses de cette maladie. Alors posons-nous une question qui change absolument tout. Et si la cellule ne devenait pas folle au hasard? Et si on observait en réalité l'exécution d'un programme de survie vieux d'1 milliard d'années? C'est un immense changement de paradigme. On ne parle plus d'une simple rupture du système, on parle du redémarrage d'un vieux système d'exploitation ancestral profondément enfoui dans notre ADN qui s'active en mode panique lorsque la cellule se sent menacée. Il y a une citation du chercheur Mark Vinson qui résume ça à la perfection. Il dit que, loin d'être des cellules voyoutes plongeant dans le chaos, elles agissent plutôt comme des soldats très organisés, marchant au rythme d'un tambour extrêmement ancien. C'est fascinant parce que ça veut dire que les tumeurs déploient des tactiques de survie qui ont été forgées à l'ère précambrien. On parle d'une époque où la vie sur Terre était une guerre absolue contre des environnements toxiques des millions d'années avant l'apparition des organismes complexes. C'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle le modèle d'atavisme en série. En gros, ce modèle nous dit que la maladie ne progresse pas en accumulant des erreurs aléatoires. Au contraire, elle déballe de façon très prévisible une vieille boîte à outils génétique. Concrètement, la cellule se débarrasse de ses fonctions modernes, celles qui lui permettent de coopérer sagement dans un tissu sain, et elle réactive des mécanismes primitifs dont le seul et unique but est la survie à tout prix. Et si on remonte le temps, on voit clairement l'origine de ces capacités cellulaires. Il y a environ 1,5 milliard d'années, la vie a fait un bond de géant, la multicellularité. Pour créer des organismes complexes, des cellules indépendantes ont dû apprendre à collaborer, à communiquer et surtout à arrêter de se multiplier n'importe comment. C'est un véritable pacte biologique ancestral. Eh bien, le cancer, c'est tout simplement la rupture de ce pacte. Pour faire simple, c'est un choc entre deux mondes. D'un côté, on a la cellule moderne, celle qui respecte le pacte. Elle est spécialisée, elle coopère et elle est même prête à se sacrifier, ce qu'on appelle l'apoptose, pour le bien commun. De l'autre côté, on a la cellule cancéreuse qui redevient cette cellule égoïste archaïque. Elle fait cavalier seule, cherche à devenir immortelle en refusant de mourir et revient à des méthodes de subsistance hyper basiques. Elle tourne littéralement le dos à des millions d'années d'évolution. Et le plus fou, c'est que les mutations génétiques frappent surtout nos gènes les plus récents, ceux de l'ère des mammifères. Comme ces gènes modernes sont moins bien protégés, la cellule perd son mode d'emploi actuel. Que fait-elle alors? Elle fait une retraite stratégique. Elle se replie sur ses fondations les plus vieilles, héritées des bactéries. Elle s'enferme dans une véritable citadelle biologique primitive. Cette vieille boîte à outils permet aussi de comprendre pourquoi une tumeur est si diverse de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'évolution clonale. Une tumeur, ce n'est pas juste un gros bloc de clones identiques. Différentes populations de cellules émergent, chacune puisant dans ses vieilles astuces de survie pour résister à des stress incroyables. Qu'il n'y ait plus d'oxygène ou plus de nutriments, il y aura presque toujours un de ces clones archaïques capable de s'adapter et de survivre. Prenons un exemple célèbre, l'effet Warburg. Depuis un siècle, on sait que les cellules cancéreuses préfèrent fermenter le glucose pour avoir de l'énergie, même quand il y a plein d'oxygène autour. C'est totalement inefficace par rapport à la respiration cellulaire normale. Mais avec la théorie atavique, tout s'éclaire. C'est comme si la cellule s'adaptait à la Terre d'il y a des milliards d'années, avant même qu'il y ait de l'oxygène dans l'atmosphère. Bien sûr, ce modèle de régression pur et dur crée du débat, surtout sur la question du métabolisme. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une simple ligne droite vers le passé. Des cellules tout à fait saines utilisent parfois cette même fermentation, et cet effet Warburg peut apparaître très tôt dans la maladie, pas seulement à la fin. Le métabolisme du cancer, c'est plutôt un spectre ultra dynamique, capable de s'adapter en temps réel, et non pas un simple interrupteur bloqué sur le mode préhistoire. Et ça nous amène au cœur du problème. Pourquoi nos traitements standards ont-ils tant de mal? Traditionnellement, on essaye de bloquer la division cellulaire rapide. Mais le modèle atavique nous rappelle une vérité brutale. Se diviser et proliférer, c'est une compétence de survie vieille de plus de 2 milliards d'années. C'est ancré au plus profond du vivant.
Quand on attaque le cancer sur ce point précis, on s'en prend à sa force la plus ancienne, la plus robuste et la plus redondante. C'est pour ça que la victoire est souvent de courte durée. En fait, en bombardant la tumeur avec des toxines, la chimiothérapie agit, sans le vouloir, comme un puissant filtre évolutif. On élimine très efficacement les cellules sensibles, oui, mais ce faisant, on libère le terrain pour une poigne de clones ultra-agressifs qui, eux, ont utilisé leur défense primitive pour survivre. Sans compétition, ces quelques survivants blindés se multiplient et reprennent le contrôle de la tumeur, ce qui rend les rechutes dramatiquement plus dures à traiter. Face à ce mur, la stratégie atavique propose un truc brillant. On renverse complètement la logique. Au lieu d'attaquer les défenses invincibles de la tumeur, on va exploiter ce qu'elle a perdu. L'idée, c'est de créer un stress environnemental très spécifique. Les cellules saines de notre corps, équipées de toutes leurs fonctions modernes, pourront gérer sans aucun souci. Mais les cellules cancéreuses, qui ont jeté ces mêmes fonctions par-dessus bord pendant leur régression, seront totalement incapables d'y faire face. Le système immunitaire adaptatif en est le parfait exemple. C'est une invention assez récente, apparue il y a environ 500 millions d'années. En retournant à l'âge de pierre biologique, les tumeurs avancées perdent la capacité de communiquer avec cette immunité moderne. Ça crée une faille énorme. Si on introduit un pathogène spécifique, les tissus sains s'en défendent normalement. Mais la tumeur, devenue aveugle à ce système récent, se retrouve exposée et vulnérable. En résumé, en cartographiant l'âge évolutif de nos cellules, on peut devenir incroyablement précis. On arrête de s'acharner sur les vieilles pompes cellulaires ou les mécanismes de réparation de l'ADN hyper résistants. À la place, on cible ce qui manque. Un environnement riche en oxygène, ou cibler l'absence de voies de réparation d'ADN récentes, par exemple. On fait s'effondrer la cellule maligne tout en épargnant les cellules saines. C'est brillant. Pour conclure ce décryptage, voir le cancer non plus comme un tas d'accidents aléatoires, mais comme une machine à remonter le temps, c'est un changement de vision monumental. Si cette maladie tire sa robustesse de nos origines les plus anciennes, ça soulève une question presque philosophique. Et si, pour vaincre définitivement le cancer demain, la clé n'était pas de regarder vers l'avenir, mais de comprendre notre passé évolutif le plus lointain? Ça donne vraiment de quoi réfléchir, n'est-ce pas?